Merci d'être là parmi nous. Moi, je me présente, je suis Francis et je suis Tech Lead à 24S. Et moi, je suis Julien, je suis développeur back à 24S et j'ai rejoint l'aventure il y a un peu plus d'1 an. Et chez 24S, en fait, nous, ce qu'on aime bien, c'est les microservices. Après, on aime bien aussi les monolithes, évidemment. Du coup, cet amour nous a permis de créer quelques micro-monolithes, on va dire ça comme ça. Et du coup, ce qu'on va vous dire, c'est pourquoi, en fait, nous, on va préférer les microservices, comment on fait en sorte d'en avoir, comment on fait en sorte de se séparer petit à petit de nos petits monolithes en fait, qu'on n'aime pas trop. Et en même temps, on vous dira que c'est pas toujours si simple que ça et qu'on peut rencontrer des problèmes. Alors on va commencer par un rapide récap des différentes définitions. Donc alors, une architecture monolithique, c'est quoi? Donc c'est un réseau informatique de grande taille, doté d'une seule base de code, et qui regroupe toutes les préoccupations de l'entreprise. Pour les microservices, c'est une architecture orientée service faiblement couplée, avec des contextes bien délimités. Et si on focus juste sur les services, on peut dire qu'ils sont petits, autonomes et qui travaillent tous ensemble. Donc là, sur le schéma, on peut voir à gauche le monolithe. Donc c'est un gros bloc, il y a tout dedans. L'infra, la base de code, une base de données. Et de l'autre côté, on a les petits microservices. Donc ils ont chacun leur infra, leur base de code, possiblement une base de données, et ils communiquent généralement soit par API ou encore soit par message. Mais pourquoi nous, on préfère les microservices? Eh bien en fait, cela va permettre de rendre notre architecture scalable. On va pouvoir adapter donc, tout ce qui est besoin matériel en fonction de la demande en fait, véritable, et cela de manière fine. Si je prends par exemple, nous on va avoir un service qui est fortement exposé à la charge, notamment qui va gérer tout ce qui est commande. Et donc ce service aura sans doute besoin d'un serveur puissant, peut-être d'une base de données importante, sans doute même des deux, versus un microservice qui aura des besoins totalement différents. Et donc ça permet de faire ça. On va éviter en fait aussi le couplage fort, ou du moins on essaie de le limiter au maximum. Et on va également préparer notre futur en facilitant l'ajout de nouvelles fonctionnalités et la création de microservices lorsqu'on en a besoin. On va faciliter donc, tout ce qui est maintenance applicative, donc déjà parce que en architecture microservices, on va faire en sorte d'écrire un code plus simple. Donc il y aura moins de, j'ai dit code spaghetti, mais bon, il y aura moins de code enchevêtré, il y aura moins de complexité en fait qu'on peut avoir dans un monolithe en général. Il y a également moins de dépendance, que ce soit interne ou externe. Et tout cela nous fait un peu gagner du temps pour le maintien de notre applicatif. Et on va également pouvoir donc ajouter de nouvelles fonctionnalités sans effet de bord. Déjà parce que on aura moins d'incompréhension par rapport à l'existant, on va pouvoir se focaliser sur notre nouvelle fonctionnalité en elle-même et non sur l'arrêtage. Du coup, moins de bugs créés, on va délivrer plus facilement et tout le monde sera content au final. Alors maintenant, on va voir comment nous avons fait pour arriver à nos fins. Alors d'abord, à propos du code, on va essayer de le prévoir à long terme. Donc là, il y a deux notions importantes. Ça va être l'évolutivité et la scalabilité. Donc pour cela, on va veiller au strict respect des règles solides, notamment lors des code reviews. Là où c'est possible, on va favoriser l'approche DDD, Domain Driven Design, pour que le process métier soit au cœur du code. Et pour la scalabilité, on va favoriser la programmation par événement ou encore asynchrone. Ensuite, pour l'architecture, c'est un peu la même chose. On la prévoit pour le long terme et on va retrouver exactement les deux mêmes notions que sont l'évolutivité et la scalabilité. Donc nous avons commencé par une mise en place d'une CI/CD avec GitLab et une infra conteneurisée ou l'utilisation de Lambda pour l'ensemble de nos services. Comme au niveau du code, on va favoriser l'architecture orientée événements. Donc par exemple, tout ce qui est système de queuing, on va pouvoir utiliser soit RabbitMQ ou encore soit SQS. Et pour la mise à l'échelle, ce sont tous les mécanismes qui vont pouvoir augmenter la taille des machines ou le nombre de machines en fonction de notre besoin ou de la charge, et ce de la manière la plus automatique possible. Et enfin, on peut parler d'outils partagés. Donc on peut commencer avec la rédaction des code guidelines qui ont été faites par les tech leads et les architectes. Elles ont été partagées à l'ensemble des équipes 24S. Nous avons créé un boilerplate qui nous sert à initialiser les nouveaux microservices. Ainsi, ils vont tous démarrer avec la même base de code. Il y a eu aussi la mise en place d'une boîte à outils qui nous sert à regrouper des besoins communs. Alors cette boîte à outils contient des paquets notamment pour tout ce qui est connecteur base de données qui sont réutilisables, que ce soit Mongo, Postgre ou encore la gestion des logs. Et enfin la configuration d'un ensemble d'outils de monitoring très important sur une plateforme microservice. Donc à 24S, on utilise notamment Kibana, Grafana ou encore Instana. Alors on aurait pu s'arrêter là et vous dire que tout va bien dans le meilleur des mondes. Sauf que dans la vraie vie, il y a quand même certaines limites qu'on obtient. Déjà nous on vous dit qu'on remplace tout ce qui est monolithe par microservice. Sauf que malheureusement, un seul microservice, ça ne va pas remplacer un monolithe entier. Du coup, une question se pose, c'est combien de microservices est-on capable de gérer aujourd'hui? Chez 24S, nous, on a des lambda, par exemple, donc qui sont même de l'ordre du nanoservice. Et si on compte tout ça, en fait, on en a plus de 100. Et c'est pas négligeable, car il faut avoir conscience des coûts que cela peut engendrer. Que ce soit d'un point de vue humain,
matériel et peut-être même financier. Et il va falloir mettre à jour donc, tout ce qui est outils externes, tout ce qui est en fait dépenses externes pour chacun de nos applicatifs, donc de nos microservices. Ça en général on va le faire via des tickets tech ou parfois via de l'ajout de nouvelles fonctionnalités pour certains patchs. Il faut également mettre à jour donc, tout ce qui va être outils internes, dont on parlait un peu plus tôt, avec notamment notre boilerplate et notre boîte à outils. Pour cela, en fait, c'est chaque équipe qui aura un besoin d'évolution qui va les mettre à jour. Et pour ce qui est de la validation en fait, de cet ajout, la code review va s'effectuer de manière interactive. Après, une question se pose également, c'est de la performance. Car lorsqu'on est en microservice, eh bien, pour récupérer une fonctionnalité, pour récupérer aussi des informations, on va faire des calls de l'API à d'autres microservices. Versus où, dans un monolith, on va se contenter d'appeler la fonction d'à côté. Du coup, comment faisons-nous pour justement réduire ces latences dues aux différents calls d'API que l'on peut faire? Et après, il y a aussi une notion de traçabilité. Donc comment allons-nous suivre en fait, les différentes transactions qui se passent à travers le site? Si je reprends l'exemple de commande de tout à l'heure, donc il n'y a rien qui va nous permettre de suivre en fait, le cycle de vie de cette commande à travers nos différents microservices. Ce qu'on peut faire, c'est par exemple utiliser un identifiant unique que l'on va loguer en fait, à travers les différents microservices. Et par la suite, on va utiliser des mécanismes d'intégration de données pour pouvoir après les exploiter derrière. Il faut également savoir traiter avec l'héritage et la dette technique. Car parfois, en fait, le code n'est pas facilement extractible. Du coup, on choisit de ne pas l'extraire. Et petit à petit, notre microservice devient grand et n'en est plus un. Également, certaines fonctionnalités peuvent être couplées entre elles. Et le fait d'être en architecture microservice, ça ne va pas virer tout ce qui est dépendance en soi. Et du coup, une fonctionnalité peut nécessiter des modifications dans plusieurs microservices et donc impacter leur communication. Et c'est dans ce cas-là qu'on a besoin d'avoir des contraintes d'interface qui soient parfaitement claires. Et enfin, il faut s'entraîner à penser microservices. Il faut penser, donc, pour écrire un code plus simple, il faut penser pour éviter tout ce qui est couplage fort, et penser évolutivité et scalabilité pour chacun de nos applicatifs. Et à la fin, on va se poser une dernière question. Est-ce que mon microservice en était toujours un? En réalité, pour y répondre, il faut connaître ses limites. Et pour cela, il faut les avoir définies au préalable, ainsi que ses responsabilités. Et un jour, lorsque une nouvelle fonctionnalité dépassera du scope de notre microservice, il faudra se poser la question d'en créer un nouveau, car on en aura besoin. Alors, pour conclure, qu'est-ce qu'on peut dire de ces fameux microservices? Alors déjà, les côtés cool. L'ajout de nouvelles fonctionnalités se trouve facilité. Chaque service a des limites plutôt bien définies et une code de base assez simple. Les déploiements, ils se font rapidement et en toute transparence. Ici, contrairement à un gros monolithe, on n'est pas obligé de tout redéployer à chaque fois. Et enfin, la scalabilité, elle est réglable plus finement. Ici, on peut la configurer service par service, indépendamment des autres. Alors par contre, il y a des points, faut être un peu vigilant. L'architecture, elle est plus complexe. Donc il faut bien veiller à définir les limites et les responsabilités des services. Sinon, ça peut vite dévier, on va se retrouver avec des micro-monolithes. Ensuite, comme on l'a dit, la performance. Ici, il faut être conscient que les calls API peuvent engendrer une certaine latence. Côté observabilité, il n'est pas si aisé que ça de tracer donc, les transactions d'un end-to-end. Et enfin, quand on a de plus en plus de services, il peut être intéressant de garder une certaine homogénéité dans la base de code, et là, elle peut vite se perdre. Donc c'est là qu'on peut souligner l'intérêt d'avoir mis en place un boilerplate et d'avoir rédigé des code guidelines assez précises. J'ai trois questions en fait. Comment est-ce que vous définissez les interfaces typées, j'imagine, pour représenter, pour matérialiser le contrat qui existe entre les services? Deuxièmement, comment est-ce que vous récupérez la transactionnalité? Parce que vous avez plusieurs services, comment est-ce que vous faites une transaction? Un truc qui soit réussit dans son ensemble, soit fail dans son ensemble. Et troisièmement, oui, si vous avez de l'état un petit peu partout, il y a peut-être un service qui a besoin de beaucoup d'état. Est-ce que vous avez un service qui permet de répliquer l'état, d'injecter de l'état dans un service qui serait au-dessus et qui serait client des autres services? En fait, on les fait en général sur Confluence. En fait, on a des pages Confluence. Avant chaque début d'un projet, en fait, ce qui va se passer, c'est qu'on doit définir en fait, un ensemble de process pour avant la création de soit de nos microservices, soit de notre nouvelle fonctionnalité, pardon. Et du coup, on va les définir, on va définir tout ce qui est en train de faire, par exemple, sur Confluence. C'est dans les definition of ready, en fait. C'est dans les definition of ready, avant de démarrer le process de développement, il faut que tout soit bien indiqué. Vous n'avez pas de système de type qui permet de matérialiser ça, du langage? Non, là, on n'utilise que Confluence. Donc, à propos des transactions, comment c'était... Eh bien, en fait, tout ce qui va être log, chaque microservice en fait, va avoir son système de log.
Et après, nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser une indexation, en fait, donc un analytic search, qui va indexer chacun de nos logs, enfin chacun de nos microservices, en fait. Et après, tout sera indexé au même endroit et on va regarder tout ce qui est, en fait, login dans Kibana. Je pense que par exemple, si jamais tu as un état qui doit changer sur plusieurs microservices, comment tu t'assures que ton état est consistant si jamais à un moment le dernier dit non, c'est pas possible. Comment tu rollback en fait tous tes microservices? Comment tu as un microservice qui enlève du stock et l'autre qui informe l'utilisateur qu'il aura bien le produit, par exemple. D'accord, ah oui. Bonne question. Vous avez peut-être vu la problématique. Il n'y a pas des STM il y a des systèmes de transactions distribuées, mais du coup ça demande de mettre en place plein de trucs et souvent c'est des problématiques en fait que tu n'as pas tout le temps. D'accord. Je pense que là vous avez un microservice pour s'occuper de toute la partie funnel paiement en fait, et donc du coup soit c'est du one shot, c'est le même microservice qui va gérer ça. C'est là où les microservices grossissent en fait. Parce qu'il y a des fois des problématiques qui sont trop compliquées, on est mieux à faire grossir un microservice que de vouloir gérer de la transaction distribuée, même si ça se gère. Parce que ça rajoute un niveau de complexité énorme. Troisième question, c'est si vous avez un service qui a besoin de beaucoup de data qui est produit ailleurs, donc il n'en est pas responsable. Il est client, il est consommateur, mais il n'est pas responsable. Donc vous n'avez pas envie d'avoir une base de données, vous avez envie de répliquer un état et d'avoir accessible comme du cache pour éviter de faire des milliards d'appels, des calls API, etc., de rajouter la latence. Donc vous avez envie de l'avoir à côté, et comment vous faites? Alors comment on fait pour gérer tout ce qui est état, c'est ça? État pour un microservice, enfin, réplication de données. Hein. Réplication de données, état pour cache, quoi, ouais. En général, sur nos microservices, on va avoir comment dire, on peut avoir un cache Redis en fait. Donc ça va permettre de réduire tout ce qui est latence du coup pour pour les services en fait, on va faire plein de calls. En général, on va travailler sur principalement du cache Redis. Après, on essaie de mettre en place aussi ce qui va être cache applicator aussi, hein, pour éviter d'avoir justement ce cache Redis là. Mais principalement, on va utiliser du Redis, quoi. En complément, parce que nous on a les mêmes problématiques et mano. Hein. Du coup, ce qu'on fait sur les trucs qui sont vraiment critiques et qui coûtent très cher à appeler, on a des bases de données locales en fait qui sont alimentées par les systèmes d'événementiel en fait. Quand par exemple un produit est mis à jour, ça déclenche un événement, tout le monde l'écoute. Et si ce produit-là intéresse ce microservice, du coup on met à jour la base de données locale. C'est un autre moyen de gérer ce genre de choses. Alors est-ce que pour un microservice, on appelle une seule base, c'est ça? Pour plusieurs microservices, on appelle une seule base? Ouais. Non, en fait, chez nous, on a un service avec une seule base. Et il appelle que sa base. Donc s'il veut récupérer de l'information ailleurs, il fait des calls d'API aux autres. Ou après, on peut communiquer aussi par message. Ça va dépendre en fait des besoins. Alors comment on gère donc, la mise en prod de plusieurs microservices? Alors nous, on a un processus un peu particulier, c'est qu'on passe par un système de freeze en fait. C'est-à-dire qu'avant en fait, chaque nouvelle mise en production, donc pour le site en lui-même, eh bien on va définir en fait quels sont les microservices qu'on va map. Et du coup, on va effectuer donc des tests de non-régression sur tout ce qu'on va map. Donc on a des versions de microservices qui vont être freeze. Donc elles seront mises à disposition du coup des personnes qui vont tester. Et c'est seulement celles-ci en fait qui iront dans la map, qui viendront soit le jour même ou soit le lendemain. Du coup, vous réalisez tous les combien? En ce moment, c'est toutes les semaines. Ou après, ça va dépendre. On peut avoir des maps exceptionnels si besoin, quoi. Mais pour l'instant, le process fait qu'on le fait une fois par semaine. Alors, comment la migration d'un monolithe impacte les futurs teams? C'est ça la question. Votre organisation? Enfin, notre organisation, ouais, pardon. Il faut savoir qu'initialement, on a toujours pensé microservices. Et en fait, notre problématique à nous, c'est que certains microservices sont devenus un peu trop gros, au final. Et ce qui s'est passé, c'est que comme on voulait quelque part détruire en fait certains monolithes que nous avons, enfin petits monolithes, on va dire comme ça, et bien on a décidé de mettre en place donc un ensemble de justement, comme on parlait un peu plus tôt, donc de deadline, boilerplate et tout, justement pour faciliter la création de nouveaux microservices. Mais après, c'est chaque équipe en fait qui peut être en charge d'un petit monolithe qui va se charger de la migration de son monolithe vers de nouveaux microservices. Pour l'accompagnement en fait de chaque équipe, il a été mis en place, donc du coup, nous pour tout ce qui est nouveaux microservices, on va travailler sur du Node.js. Et donc il a été mis en place tout un système de formation en fait pour aider les personnes à pouvoir travailler donc, sur notre boilerplate, à travailler aussi sur la nouvelle technologie de Node.js qu'on utilise pour les nouveaux microservices. Et du coup, c'est comme ça qu'on va accompagner donc, les nouveaux développements vers ces microservices-là. Donc comment un développeur qui arrive, c'est
sur quel microservice il doit travailler, s'il doit créer un nouveau microservice, si besoin. Ok. Et bien en fait, ça va. Alors sur quel service il doit travailler, en fait, nous on a pas mal de documentation là-dessus. Du coup, on va avoir des systèmes on va avoir des référents en fait, des référents pas forcément techniques, mais des référents, je veux dire, de la documentation, en fait, de la référence sur chacun des microservices qui existent aujourd'hui. Donc on a pas mal fait ce travail-là ces derniers mois, ces dernières années, sur justement avoir une documentation à peu près complète en fait pour justement répondre aux besoins des nouveaux. Après, pour ce qui va être création d'un nouveau microservice, eh bien cela va dépendre véritablement du besoin en fait. Ça va être une discussion avec du coup les architectes, avec les leads, les développeurs, et en fonction du besoin, on ira créer ou pas un nouveau microservice. Après, on va toujours faire en sorte justement de ne pas rajouter dans un service qui est déjà suffisamment gros de nouvelles grosses fonctionnalités.